Miroir concave. Livre de Venise. L'auteur d'un dictionnaire italo-latin. Couteau de Bohême. Vitruve. Archimède, du centre de gravité. Anatomie. Alexandre Benedetto. Le Dante de Niccolò della Croce. Philosophie d'Aristote. Va tous les samedis à l'Étuve, tu y verras des nus. Gonfle un poumon de porc et vois s'il augmente en longueur et en largeur, ou si la largeur l'emporte sur la longueur. Ressemelage des brodequins. Chaperon léger. Chaume des maisons en ruine. La somme due pour la nappe. Outre pour nager. Livre de papier blanc pour dessiner. Fusain. Une vie, une œuvre, Léonard de Vinci, Vinci 1452, Amboise 1519. Leonardo da Vinci ou la curiosité omniprésente. De la musique de l'eau tombant dans son vase. Du coup. Le coup frappé dans la cloche laisse derrière lui sa ressemblance imprimée comme celle du soleil dans l'œil ou du parfum dans l'air. Mais nous voulons voir si la ressemblance du coup demeure dans la cloche ou dans l'air. Et tu le vérifieras en plaçant ton oreille contre la cloche après qu'elle fut heurtée. Du bourdonnement des mouches. Que le bruit produit par les mouches provient de leurs ailes, tu le remarqueras en les coupant un peu, ou mieux, en les enduisant légèrement de miel, de façon à ne pas les empêcher complètement de voler. Et tu constateras que leurs ailes, en se mouvant, font un bruit rauque et que la note passera de l'aigu au grave exactement dans la mesure où le libre usage des ailes se trouvera entravé. Fait des vers pour voir la lune grande, dit Léonard. Alors quels sont les outils de Léonard pour regarder le ciel? Hubert Reeves. Il en a très peu. Il a des loupes, il y a des miroirs. Il parle de miroirs convexes et concaves et il dit « mets ton œil dans un miroir concave dont la surface est convexe ». Il est très préoccupé de la dimension de la Lune et du Soleil et il fait beaucoup d'efforts pour comprendre pourquoi, par exemple, la Lune semble plus grande à l'horizon que dans le ciel. Mais il n'a pas vraiment d'instruments. Les premiers télescopes ne sont pas encore apparus. Ils sont peut-être en construction. Les Hollandais vont les mettre sur le marché à peu près un siècle plus tard. Et ce n'est que Galilée qui pourra vraiment les utiliser d'une façon scientifique. Jusque-là, les lunettes, les loupes, les miroirs, c'est plutôt des jouets. On s'en amuse. Et Léonard, effectivement, est peut-être un des premiers qui a l'idée de s'en servir pour regarder l'aspect des astres. Il s'amuse, Léonard? Il joue ou est-ce que c'est sérieux? Ah, c'est très sérieux. Tout ça, c'est très sérieux. Il fait beaucoup d'efforts pour comprendre. Et ce qui est amusant, c'est que sur beaucoup de plans, il a des intuitions qui sont tout à fait d'avant-garde pour son époque. Par contre, sur d'autres plans, il est plutôt en régression par rapport aux meilleurs philosophes grecs, par exemple. Les meilleurs ou certains philosophes grecs étaient allés plus loin que lui. Donc il a encore un peu les pieds pris dans la mythologie de cette période, mais il fait des percées intéressantes et souvent à partir d'arguments faux. On sent que c'est plus un intuitif que véritablement un scientifique de la déduction. Ça n'est pas quelqu'un qui est très bon sur la déduction. Par moments, il a des erreurs un peu grossières. Mais quand même, dans certains cas, à partir de ses arguments approximatifs ou même carrément pas très bons, il arrive à des conclusions valables. C'est assez intéressant de voir. On voit que c'est un grand esprit.
Rappelle-toi les soudures dont on fit usage pour souder la boule de Sainte-Marie de la Fleur. Marcelin Plenet. On ne peut pas ignorer que Leonardo passe sa jeunesse, apprend tout ce qu'il va apprendre à Florence. Et Florence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord essentiellement cet événement mécanique, architectural et savant qu'est le Duomo de Florence, c'est Brunelleschi. La construction du dôme de Florence par Brunelleschi est une chose qui impressionne le monde entier. C'est une réussite architecturale et c'est une réussite artistique sans exemple dans l'histoire. C'est un point extrêmement important pour un jeune artiste qui est là. C'est un challenge, si vous préférez, tout à fait extraordinaire. Nous savons par des témoignages multiples que Leonardo connaissait parfaitement l'œuvre de Dante et que même il la commentait en public dans la rue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Divine Comédie est considérée par les Italiens à ce moment-là et même par les humanistes comme une somme de savoir et que donc l'accès de Leonardo à la culture est un accès aussi extrêmement moderne. C'est un accès qui passe par la langue italienne. Leonardo ne parlait pratiquement pas le latin ou le parlait très mal. Autrement dit, il y a toute une somme de la bibliothèque à laquelle il n'a accès qu'à travers les traductions en italien. Et ça, c'est un point très important parce que ça montre, si vous voulez, d'abord une chose, c'est que ce savoir considérable, cette accumulation de savoir, et peut-être le caractère quelque peu empirique de ce savoir est le savoir d'un autodidacte. Ça n'est pas le savoir d'un jeune homme savant qui a fait ses études, qui a traversé les études de la scolastique, etc. etc. Pas du tout. C'est le savoir d'un peintre qui se touche à tout et qui assume empiriquement les problèmes qui se présentent à lui. Il y a par exemple un exemple que tout le monde cite, mais qui est tout à fait significatif, c'est l'exemple de l'intérêt de Leonardo pour les rochers, pour les fleuves, pour le caractère atmosphérique, le vent et des choses comme ça. Eh bien, dans les carnets, on trouve deux notations, à mon avis, très précieuses de ce développement autodidacte de la culture de Leonardo. C'est qu'en un premier temps, Leonardo note que, selon lui, les fleuves viennent de la mer et remontent jusqu'aux montagnes. Ça, c'est une première notation qui, bien entendu, s'il n'y avait que cette notation-là, eh bien, on attacherait beaucoup moins d'importance au savoir de Leonardo. Mais un peu plus tard, il revient sur cette affaire de l'eau, du mouvement des fleuves, du mouvement des vents, du mouvement des nuages, des mouvements du ciel, etc., qui vont donner alors des effets dans ses dessins et dans sa peinture tout à fait manifeste. Il revient là-dessus et il note à ce moment-là et que très vraisemblablement, les fleuves viennent des nuages, viennent de la pluie et descendent vers la mer. Donc je crois qu'on a un exemple très très clair du fait que cette somme n'est pas une somme de savoir établie une fois pour toutes, c'est une somme de savoir qui traverse l'expérience d'un homme et qui traverse l'expérience d'un homme, d'un autodidacte, conscient de ce que ses dons d'observation et son imagination peuvent lui apporter et peuvent lui apprendre, et à quel point ces dons-là et cette imagination-là sont déterminantes dans son savoir. Quelle est la place de l'homme dans cette vision du monde? Je ne peux pas dire que dans ces pages d'astronomie, il y ait vraiment je n'ai vu aucune allusion qui dépasse l'explication de phénomènes purement physiques. Il essaie de comprendre l'astronomie en termes de dimension des images, de dimension des distances et tout cela, mais ça n'est pas, il n'y a pas d'humanisme dans tout cela. Il y a beaucoup de mythologie, par exemple, sa notion du soleil, le soleil qui d'une part est le centre de l'univers, et il dit il y a des gens qui adorent les hommes alors qu'il faudrait adorer le soleil. Il dit ailleurs le soleil émet de l'énergie, mais cette énergie qu'il émet ne l'épuise pas, le soleil est inépuisable. Il a une notion tout à fait aristotélicienne. Le soleil est la perfection, le soleil est inépuisable. Un autre élément que j'ai remarqué et qui est intéressant, c'est, et là aussi c'est assez galiléen,
Il dit ceci, il contredit, il aime beaucoup contredire, discuter, ça devait être un discutailleur de première. Il aime beaucoup discuter, et en particulier, il y a des gens qui lui disent le soleil est moins chaud que le soleil n'est pas très chaud, puisqu'il est jaune, et qu'en fait, s'il était beaucoup plus chaud, il serait rouge. Alors, les gens disent le soleil, c'est un peu comme une flamme claire. Une flamme claire, c'est moins chaud qu'une flamme très rouge. Et Galilée dit non, parce que si je regarde par exemple le bronze et que je fais fondre du bronze, je sais très bien que le bronze en fondant est rouge, mais que plus je le chauffe, plus sa couleur devient claire. Et il dit la bonne séquence, et là il a tout à fait raison en termes de physique contemporaine, la bonne séquence, c'est rouge, c'est moins chaud, et jaune, plus chaud, et bleu, encore plus chaud. Eh bien, cette idée de comparer le soleil au bronze, c'est-à-dire d'avoir l'idée que ce qui est valable, que les lois de la physique, si on peut dire, qui sont valables pour les objets terrestres comme le métal, sont applicables au ciel aussi, c'est aussi une idée pré-galiléenne. Galilée défendra cette idée plus tard, qu'il n'y a pas deux mondes, que, comme le prétendait Aristote, qu'il n'y a pas le monde au-dessus de la Lune qui a des lois, et le monde en dessous de la Lune qui n'a pas de loi et qui est soumis au changement aléatoire. Eh bien là, cette simple comparaison du métal avec le Soleil donne une idée plus unifiée. Aujourd'hui, on dirait il a unifié les forces, il a unifié les objets. Bon, il a fait, comme j'ai dit, quelques avancées, mais on ne peut vraiment pas le considérer comme un grand précurseur en astronomie. Quelques points intéressants. La lumière cendrée, la séquence des couleurs de l'arc-en-ciel, tout cela, mais enfin, ça reste quand même bien... On n'est pas encore dans le vrai mouvement de la puissance de la pensée scientifique qui va commencer avec la séquence Tycho Brahe, Copernic, Galilée, Kepler, Newton. C'est pas encore tout à fait démarré. Dessin du cœur, instrument merveilleux inventé par le Maître suprême. Du cœur, celui-ci se meut de lui-même et ne s'arrête point, sinon pour toujours. Le cœur en soi n'est pas le principe de la vie. C'est un vaisseau formé de muscles épais, vivifié et nourri par les artères et veines, tout comme les autres muscles. Il est vrai que le sang et l'artère qui se purge en lui sont la vie et la nourriture des autres muscles. Et il est d'une densité telle que le feu ne parvient guère à l'endommager. Cela s'est vu dans des cas où des hommes ayant été brûlés, leur cœur a continué de saigner après que les os étaient réduits en cendres. La nature l'a doté d'une grande capacité de résistance afin de ne pas se laisser entamer par la forte chaleur qui naît dans le côté gauche du cœur grâce au sang de l'artère qui s'amoindrit dans ce ventricule. Et les dessins d'anatomie, le fœtus? Oh, c'est pas un de ceux que je préfère. Il y a des dessins d'anatomie, il y a une femme complètement découpée, elle n'est pas là. Olivier Debray. Que je trouve extraordinaire. Celui-là ne vaut le sujet, je ne sais pas. Elle est comment, le souvenir de cette femme découpée? Vous savez, on la voit, elle a le ventre ouvert et il y a tous les organes. Elle a une grande beauté, mais elle n'est pas là. Je me souviens que oui. La façon dont il a restructuré le corps et les organes dans une architecture qui est très belle. Dans une architecture? Oui, enfin je veux dire, il a retrouvé l'architecture du corps.
tu as dans ta maison des membres de ta famille, construis leur logement de manière que la nuit, ni eux ni les étrangers que tu abrites ne puissent commander l'issue, pour éviter qu'ils ne pénètrent dans l'habitation où tu vis, où tu couches, ferme l'entrée M, et tu auras fermé toute la maison. C'est un texte très beau et typique de Leonardo. Il y a toute la poésie et l'atmosphère. Italo Rota. Tout ça pour dire que la maison, bon, on ferme une porte, il devient une forteresse. Maintenant, tout ça c'est remis en cause par les dessins qui l'accompagnent, que c'est une maison très, on peut imaginer, très joyeuse, très ouverte. Ça, c'est une très belle. C'est typique de trouver toujours cette illustration de l'atmosphère. Giacomo est venu habiter avec moi le jour de la Sainte-Marie-Madeleine 1490, quand il avait 10 ans. Voleur, menteur, têtu, glouton. Le second jour, je lui fis tailler 2 chemises, une paire de chausses et un pourpoint. Et quand j'eus mis de côté les deniers pour payer ces choses, il vola l'argent dans l'escarcelle, et jamais je n'ai pu le lui faire avouer, encore que j'en eusse la certitude absolue. 4 livres. Le lendemain, j'allais souper avec Giacomo Andrea, et l'autre Giacomo soupa pour 2, commit des méfaits pour 4, car il brisa 3 flacons, renversa le vin et vint ensuite souper. 2 livres, 1 sol. Le 26e jour de janvier suivant, me trouvant chez Messer Galeas de San Severino, à ordonner la fête de sa joute, quelques écuyers se déshabillèrent pour essayer des costumes de sauvages qui devaient y figurer. Giacomo s'approcha de l'escarcelle de l'un d'eux, posé sur le lit avec ses autres effets, et y prit quelque argent. 2 livres, 4 sols. Une peau turque m'avait été remise dans cette maison par maître Augustin de Pavie pour une paire de bottes. Ce Giacomo me la vola dans le mois et la vendit 20 sols à un savetier, et m'a confessé lui-même que de ses deniers, il acheta des bonbons anisés. 2 livres. La première année, un manteau, 2 livres, 6 chemises, 4 livres, 3 pourpoints, 6 livres, 4 paires de chausses, 7 livres, 8 sols, un costume doublé, 5 livres, 24 paires de chaussures, 6 livres, 5 sols, un bonnet, 1 livre, lacet de ceinture, 1 livre. Il faut lutter contre l'image romantique de Léonard qui résumerait à lui tout seul les grands apports de la Renaissance. Il participe profondément d'un mouvement, il est un des plus grands de ce mouvement. Ce qu'il a de particulier à l'intérieur de ce mouvement, c'est son caractère universel. Daniel Arras. C'est-à-dire c'est un esprit qui, effectivement, s'intéresse à tout. Bon, et là, il est particulier. Il n'est pas le seul. À nouveau, parce que pour la fin du XVe siècle, on a les textes sont là pour le dire, l'homme universel, plus encore que Léonard de Vinci, enfin autant, j'exagère un peu là, j'adore Léonard de Vinci, mais le moment où je voudrais un peu corriger l'image toute faite qu'on a de lui, l'autre grand homme universel de la Renaissance, fin du XVe siècle, c'est quelqu'un dont on a tout oublié aujourd'hui, on ne sait plus rien, c'est Francesco di Giorgio Martini. Et quand je dis ce nom, personne ne veut savoir qui est Francesco di Giorgio Martini, c'est un Siennois, architecte, peintre, sculpteur, et qui rencontre Léonard au Dôme de Pavie, construisent ensemble le Dôme de Pavie. Il y a une espèce de bon sens que moi j'ai remarqué tout le temps chez lui. Et ce bon sens, je pense aussi le fait que, paradoxalement, il pose des questions autant dans son rôle d'artiste vis-à-vis de ses clients. Se refuser d'être un servant, se débattre dans des problèmes matériels énormes et de renoncer souvent. De ne pas accomplir ses ouvrages, je pense, à cause de ces détails. Et ça, c'est une position remarquable. Ça, c'est un problème qu'on a toujours.
Et chez lui, il est très marqué. Je pense que le non fini chez lui, c'est vraiment, pour moi, renoncer à cette idée d'esclave. Esclave dans le sens noble du terme, mais d'être une personne libre. Et en même temps, pas être libre, ça veut pas dire être élevé au rang des nobles ou des princes, ça veut dire être un homme libre. Si d'ambitieux tyrans m'assiègent, j'ai des moyens d'attaque et de défense pour conserver le don principal de la nature, c'est-à-dire la liberté. Et d'abord, je parlerai de la position des murs. Ensuite, je dirai comment les peuples peuvent conserver leur bon et juste Seigneur. Trait de feu. Dessin. Voici un dard pour une grande arbalète posée horizontalement. Les ingrédients combustibles sont attachés dans un linge aux deux coins. À mesure que la pointe s'enfonce, les cornes se rapprochent davantage et mettent le feu à la poudre et à l'étoupe imbibée de poids. Cette arme est efficace contre les navires, les bastions en bois et autres constructions analogues. Mais nul ne fera de bonne besogne à moins que le feu ne s'allume après que le trait a frappé. En effet, si tu allumes le feu avant, la violence du vent l'éteindra en chemin. Léonard, à chaque fois qu'il se présente un protecteur, que ce soit Ludovico Sforza à Milan, César Borgia à Florence et François Ier en France, c'est toujours en tant qu'ingénieur militaire, créateur d'armes ou de machines de guerre. Est-ce que c'est une stratégie de sa part ? Écoutez, je ne sais pas si c'est une stratégie, je ne sais pas si c'est une stratégie de sa part. En tous les cas, qu'est-ce qu'il trouve comme emploi ? Aussi bien à Florence et qu'à Milan, et peut-être plus encore qu'à Milan. À Milan, il est employé au fond comme metteur en scène et comme organisateur de très grandes fêtes. Or, que sont les fêtes de la Renaissance ? Bien entendu, si on parle de Léonard, il faut parler de la Renaissance. Que sont les fêtes de la Renaissance ? Ce sont de grandes machines qui sont faites pour émerveiller le public, qui est un public cultivé, qui est aussi un public très populaire. Ce qu'il faut dire, c'est que la culture de Léonard est à la fois une culture très, très sophistiquée et aussi une culture très populaire. Donc il cherche à inventer de grandes machines qui vont trouver leur place sur le théâtre et dans les manifestations populaires qu'organise Ludovico à Milan. Donc il se présente comme quelqu'un d'utile, comme quelqu'un qui va être utile, et qui va être utile à quoi ? Qui va être utile à célébrer au fond la gloire et le règne des princes qui l'emploient. Quand même, je crois qu'il faut préciser qu'il est envoyé à Milan, non pas pour construire des machines de guerre et des machines militaires, il est envoyé à Milan comme musicien. Pour flatter Ludovico Sforza, voilà. Et il amène une lyre, c'est ça, il amène un cadeau de la part de je ne sais plus qui, de la part de Laurent de Médicis. De Laurent de Médicis, qui est Laurent le Magnifique. C'est vraiment à partir de Florence et à partir de la gloire de Laurent le Magnifique qu'il faut, à mon avis, penser la carrière, la vie et le déploiement d'une personnalité tout à fait extraordinaire, d'une imagination tout à fait exceptionnelle, qui est celle de Leonardo. Mais il faut le penser dans le cadre de la réussite extraordinaire de l'humanisme florentin. Si on l'extrait de l'humanisme florentin, on en fait en vérité un individualiste du XIXe siècle, un individualiste français du XIXe siècle. C'est pas ça du tout. C'est un homme qui vraiment baigne dans la culture florentine. Dessin avec corde et poulie. Système pour élever et abaisser les rideaux des trésors d'argent du Seigneur. Bain. Pour chauffer l'eau de l'étuve de la duchesse, mélange 3 parties d'eau chaude à 4 parties d'eau froide.
Costume de carnaval. Pour confectionner un beau costume, prends de la toile fine, enduis-la d'une couche odoriférante de vernis composé d'huile de térébenthine et glace-la avec un kermès oriental, écarlate, en ayant soin que le modèle soit perforé et mouillé pour l'empêcher de coller, et que ce modèle ait des groupes de nœuds qu'on remplira de millet noir, le fond de millet blanc. Quels sont les créateurs que vous préférez? Réponse, Léonard de Vinci, 42%. Sondage paru dans la revue Beaux-Arts, numéro 100, avril 1992. C'est Léonard de Vinci qui est l'artiste préféré, favori des Français. Bon. Par ailleurs, dans la précision du sondage, on apprend aussi que Léonard de Vinci alors est au top niveau, pour parler comme on parle aujourd'hui, en ce qui concerne les personnes âgées. Il a 54% d'avis favorables, et les personnes non diplômées, où il a 48% d'avis favorables. Alors, que veut dire un tel sondage? Avec moi, j'ai été très content et très heureux d'avoir de telles réponses et de telles informations, parce que je trouve que ça ouvre un tas de questions sur Léonard aujourd'hui. Pourquoi venez-vous me poser des questions sur Léonard? Pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à Léonard de Vinci? Pourquoi? Bon, d'autant plus que l'ensemble du sondage montre que pour le public général d'aujourd'hui, eh bien, l'art principal, c'est la peinture, ça demeure la peinture, et que l'artiste, c'est avant tout un créateur, un génie, un démiurge, qui a une force de production en lui, une capacité d'inventer, et d'inventer de la beauté. Bien. Donc on a d'un côté la peinture, et de l'autre côté la puissance créatrice de beauté. Or, dès qu'on a un peu étudié la vie ou les œuvres de Léonard de Vinci, ce qu'on constate, c'est que si dans ses écrits, la peinture est effectivement le premier des arts, bien au-dessus de la sculpture et de la pauvre sculpture de Michel-Ange, mais également au-dessus de la poésie, parce que la poésie ne fait pas voir, la peinture fait voir. Bon, ça, c'est des écrits. Mais dans la vie même de Léonard de Vinci, qui a toujours peint, d'un bout à l'autre, mais la peinture n'était pas son prestige principal. En fait, au début du XVIe siècle, quand il est appelé à Milan, c'est pas comme peintre qu'il est appelé à Milan, c'est comme ingénieur militaire et organisateur de fêtes. Et ce qui je trouve très frappant, c'est que l'histoire postérieure a, et très vite, dès la première moitié du XVIe siècle, a mis au point une image de Léonard de Vinci qui a recouvert ce que pouvait être la réalité vécue de Léonard de Vinci. Et je crois que c'est là aussi qui fait ce caractère fascinant, parce que Léonard de Vinci se cachait. Il était lui-même, sa grâce extrême consistait à ne pas manifester ses humeurs, ses tempéraments. Je ne parle pas de psychologie, puisqu'il n'avait pas de psychologie, puisque personne n'avait de psychologie au XVIe siècle. Mais donc, son tempérament, ses humeurs et ses crises, il ne les montrait pas. On a un autoportrait de Léonard de Vinci, bien célèbre, avec la grande barbe, etc. Bien, cet autoportrait, en fait, c'est un autoportrait en philosophe antique. Donc, dans l'œuvre la plus intime qu'il puisse faire de lui-même, il se présente sous le masque d'un philosophe antique. Et c'est pour ça qu'on pense que Raphaël donne à Platon les traits de Léonard de Vinci dans la chambre de la signature. Il donne, en fait, est-ce que c'est Léonard de Vinci? C'est le philosophe antique. C'est Léonard de Vinci qui s'est conformé à la figure du philosophe antique, et non pas le philosophe antique qu'on a conformé à la figure de Léonard de Vinci. Donc, cette espèce de mystère, de discrétion, et peut-être même de secret que Léonard impose toujours, fait partie de sa grâce, de sa puissance et de ce qui nous fascine aujourd'hui. L'œil, appelé fenêtre de l'âme, est la principale voie par où notre intellect peut apprécier pleinement et magnifiquement l'œuvre infinie de la nature. L'oreille est la seconde, et elle emprunte sa noblesse au fait qu'elle peut ouïr le récit des choses que l'œil a vues. Si le poète sert l'intellect au moyen de l'oreille, le peintre emploie l'œil, sens plus noble. Je me bornerai à dire ceci: qu'un bon peintre figure la fureur d'une bataille, qu'un poète la décrive, et qu'elle soit présentée au public sous ces deux formes. Et tu verras aussitôt laquelle attirera les spectateurs, où se portera leur attention,
laquelle obtiendra le plus de suffrages et plaira davantage. Assurément, la peinture, de beaucoup plus utile et plus belle, donnera un plaisir supérieur. Inscris quelque part le nom de Dieu, et mets en regard son image, tu verras ce qui sera l'objet d'une plus grande révérence. Pour lui, la peinture n'est pas abordée dans ce qui est devenu plus tard le phénomène de la peinture. Et c'est véritablement la description du monde. Alors, La connaissance du monde. la connaissance et la transmission de la connaissance. En fait, c'est pour donner aux autres la leçon sur l'observation nécessaire du réel, aussi bien des plantes, des rivières. Je me souviens des passages justement où il dit comment, sur le paysage, comment exprimer les lointains, comment exprimer les fleuves, les mers, comment exprimer... Bon, c'est une analyse du réel, comme si la peinture était une analyse du réel. Et chose curieuse d'ailleurs, c'est évidemment justement le moment où la chose était possible. Après, ça n'est plus possible. Avant, ça n'était pas encore possible. Donc, c'est juste coïncidé. Parce que, en fait, c'est donc véritablement comme la transposition au mieux de la réalité de cet espace qui est celui de l'espace perspectif. « 1481-1482, l'adoration des mages, dessin reporté sur bois, 246 sur 243 cm, musée des Offices, Florence. » Moi, je la classe vraiment comme une peinture. Moi, je suis pas historien, mais je peux comprendre, par exemple, que l'adoration des mages, comme c'est une peinture, peut-être que quelqu'un d'autre pouvait achever. L'adoration des mages, c'est une peinture pour vous? Oh oui, 100%. Ça... Moi, je l'aperçois à 100% en peinture. Les conservateurs nous disent camailleux brun. C'est marqué sur l'étiquette. C'est leur problème. C'est un ensemble des volumes qui se contraposent, avec des formes géométriques très pures. Oh, ce n'est pas des formes idéales, c'est une machine pour bâtir l'espace. Une espèce de témoin de l'espace. Et c'est très intéressant, déjà pour les problèmes qui posent au niveau de la lumière et des ombres qui dans la direction du soleil, alors que, comme toujours dans la première plan, la lumière, on ne sait jamais d'où il vient. Deuxième chose, c'est un trouble fait parce qu'on ne connaît pas son échelle comme ça, mais dans l'espace, dans un espace théorique qui n'est pas celui-là de la perspective comme chez ses contemporaines. C'est l'espace donné par les volumes. La
qualité de l'observation. Les phénomènes du regard seront tout à fait privilégiés chez Léonard. C'est-à-dire que, par exemple, dans le traité de peinture, qui, comme chacun sait, n'est pas un livre de Léonard, mais une compilation tardive, je crois, du XVIIe siècle, eh bien, on trouve un très long éloge de l'œil et un très long éloge du regard. En conséquence, lorsqu'on se trouve en face de déclarations de Leonardo sur la physique, sur la cosmogonie et sur l'anatomie, il faut bien voir que ces études sont entièrement conditionnées par cette volonté de servir, sans le trahir, l'art le plus noble qu'il y ait au monde. Il dit à un moment donné, je crois que c'est d'ailleurs dans un ensemble de textes qu'on a retrouvés assez récemment, il dit à un moment donné, peintre, si jamais tu te trompes dans ce que tu fais, si tu t'aperçois que tu te trompes, ou si quelqu'un te fait remarquer que tu t'es trompé, ne manque pas de corriger ce que tu as fait, parce que ce que tu as fait va rester, et tu le porteras jusqu'à la fin de ta vie. Donc, on peut peut-être expliquer la raréfaction des œuvres de Leonardo par cette volonté de ne manifester que ce que son art a de plus élaboré, de plus savant et de plus éternel, en quelque sorte. Léonard dit que la peinture est le miroir du cosmos. Peut-être de son cosmos à lui. Autrement, je ne sais pas très bien. Oui, on peut dire ça. C'est une phrase un peu vague. Je ne sais pas si elle me touche énormément parce que c'est l'image du cosmos. Je dirais c'est l'image du cosmos vue par une personne. Ça n'est pas un miroir. Non, je dirais même que ça n'est pas un miroir du cosmos. C'est le cosmos redigéré et resservi à la sauce de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il joue un rôle indispensable. Le miroir du cosmos, comment vous avez dit le miroir? La peinture est le miroir du cosmos. Le miroir du cosmos. Bon, au sens propre, on dirait la photographie est le miroir du cosmos. La peinture, je dirais, je ne sais pas quel sens il donne au mot miroir, mais dans le sens habituel de réfléchir ce qui est, c'est bien autre chose. Mais il dit que l'homme doit être un miroir aussi, un miroir conscient. Oui, mais là, il faut voir ce qu'il emploie. Miroir. Il faut voir le sens qu'il donne au miroir. Il ne donne certainement pas le sens simplement de ce qui se contente de réfléchir ce qui est. Mais peut-être, pour moi, c'est plus une recréation de la réalité qu'un miroir de la réalité. C'est sans doute ce qu'il voulait dire. Léonard de Vinci, à l'articulation de la fin du Moyen-Âge et de l'apogée de la Renaissance, parce qu'il participe vraiment aux deux, en étant né en 1456, il a donc 20 ans en 1476, il est encore un homme de la fin du Moyen-Âge. Bon. Et par contre, en mourant en 1519, il meurt alors que l'apogée de la Renaissance a déjà eu lieu à Rome. Bon. Eh bien, il participe donc entièrement de ce mouvement qui mène la peinture de la Renaissance à sa perfection, qui est l'idée que la peinture est la synthèse, et peut-être non pas le plus grand des arts du dessin, les trois arts du dessin, peinture, architecture et sculpture, que pratique Léonard de Vinci, tous les trois, mais elle est non pas le plus grand, mais elle a la synthèse de possibilités de démonstration qu'a l'homme de sa connaissance du monde et de la maîtrise qu'il a sur le monde. En donnant une image vraie, entre guillemets, du monde, eh bien l'homme démontre qu'il connaît et donc maîtrise le monde, et qu'en tant que tel, il est bien au centre du monde, la créature privilégiée de Dieu. Parce qu'on ne peut jamais oublier, pour Léonard ça serait compliqué, mais on ne peut jamais oublier bien sûr que dans le contexte général de la fin du XVe siècle, Dieu est toujours et partout présent. Donc le peintre et la peinture est un réceptacle, un intermédiaire entre le cosmos et l'homme. Oui, tout à fait, d'autant plus que Dieu est peintre. Comme le dira le XVIe siècle. Donc effectivement, d'un point de vue mental et à l'horizon de la culture de Vinci, il y a la peinture comme le plus grand des arts. Il le dit d'ailleurs dans son traité, celui qui démontre le mieux la capacité d'invention de l'homme. Et il y a cette formule Léonard qui est très belle, c'est que dans la création artistique, l'esprit de l'homme se métamorphose en une image de l'esprit de Dieu. Donc on ne peut pas aller plus loin dans l'éloge de la peinture. L'œil est le miroir de l'âme. Il dit à un moment donné, l'œil est l'intelligence du corps. Si le corps
perd sa vision et son œil, il est enfermé dans une prison et il se désespère. C'est un point important, si vous voulez, pour comprendre Leonardo, parce que c'est un point qui permet de percevoir ce qu'il pourrait en être de ce qu'on appellerait la sublimation de Leonardo. Le corps en lui-même va se défaire, va se dissoudre, il n'y a que le regard et l'intelligence que le regard apporte qui peut lui donner une dimension susceptible de se supporter lui-même. Tout ce qui relève du corps, tout ce qui relève des humeurs est d'une certaine façon condamné, et c'est le regard, c'est le miroir de l'âme si l'on veut, c'est l'expérience qui passe par le regard qui permet de sauver l'homme de cette décrépitude. Leonardo a lu Lucrèce, c'est-à-dire il a lu le grand poète latin qui donne une description du monde comme une grande mécanique ordonnée et conditionnée par ce que Lucrèce dit, à savoir le monde est constitué avec des atomes et du vide. Donc il a lu Lucrèce, il a lu le fait que le monde matérialiste chez Lucrèce est condamné à disparaître pour renaître sous une forme d'atome, etc. Et il y a incontestablement chez Leonardo une mélancolie pour tout ce qui concerne le monde matériel. Une mélancolie qu'il sublime à travers cet éloge du miroir, cet éloge de l'œil, et bien entendu à travers la peinture. Je crois qu'on ne peut pas penser à l'œuvre peinte de Leonardo sans retenir le fait que c'est quelqu'un qui a lu Lucrèce, qui a lu Platon, qui s'oppose d'une certaine façon à la conversion que Marcille Ficin fait des idées antiques à travers une adaptation néo-chrétienne, et qui, dans cette opposition, se trouve face à deux éléments antagonistes. D'un côté, l'art et sa sublimation. L'art, d'ailleurs, à un moment donné, je crois qu'il compare, et je pense que c'est dans le traité de peinture, il compare l'artiste à Dieu. Le peintre à Dieu, n'est-ce pas? Le peintre recrée le monde comme Dieu a créé le monde. Ça n'est pas peu dire. Donc d'un côté, il y a l'art, et de l'autre côté, il y a le monde et la décrépitude. Et de l'un à l'autre, bien entendu, le sujet humain est pris dans une grande mélancolie de sa fin et de la disparition de tout ce qui le constitue en tant que corps. Mais à distance, l'objet le plus sombre semblera le plus bleu. Ça, il faudrait que je vois, je ne sais pas. Les lointains sont toujours bleus, non? Oui, mais il dit que le plus sombre semblera le plus bleu. C'est pas. Note comme l'eau de vie s'imprègne de toutes les couleurs et du parfum des fleurs, veux-tu faire de l'azur, mais-y des bleuets, puis des coquelicots. C'est de la poésie. Pour les couleurs des corps très éloignés, leur partie ombreuse ne présente pas de différence. Oui, au fond, ces choses s'estampent dans le lointain, quoi. Mais les variétés de nuances des ombres sont aussi nombreuses que celles de la couleur des corps dans l'ombre. Alors, réponse. Dans l'ombre, les couleurs paraîtront d'autant moins variées entre elles que l'ombre où elles baignent est plus profonde. Non, il y a des choses qui sont tellement évidentes, mais que ça ne fait rien. C'est intéressant qu'ils le disent. Ni le blanc ni le noir ne sont jamais transparents. Je suis pas sûr. Je vois pas pourquoi ils seraient moins transparents que les autres. Quelquefois, le noir est comme un miroir. Oui, je ne veux pas. Les couleurs accidentelles des feuillages sont 4. Ombre, lumière, lustre et transparence. Est-ce que c'est de la couleur, ça?
La couleur de l'objet éclairé participe de la couleur du corps qui l'éclaire. En fait, en réalité, ce qui est curieux, c'est que justement, il y avait longtemps que je n'avais pas lu, il n'est pas dans la couleur. Il est dans la lumière. Il n'est jamais dans la couleur, vraiment. Il est toujours dans l'objet, il observe l'objet, mais il n'est pas dans la couleur. Hubert Reeves. Son analyse de l'arc-en-ciel est excellente. Son analyse, l'arc-en-ciel n'est pas quelque chose qui est dans l'œil, n'est pas quelque chose qui est du soleil. Simplement, il se balade devant l'arc-en-ciel et il voit très bien que l'arc-en-ciel se propage à mesure qu'il se balade. Et il dit l'arc-en-ciel, c'est un effet de la lumière du soleil réfléchie sur les gouttes d'eau. Et je vois l'arc-en-ciel au lieu géométrique où l'angle de réflexion de la lumière vue par la goutte d'eau de la lumière du soleil est égal à l'angle de réflexion dans mon œil. Tout ça, c'est impeccable. Le sfumato, c'est l'estompage des contours qui consiste à effacer la ligne de contour, et d'autant plus on l'effacera que la figure se détache sur un fond sombre. Alors c'est une technique mise au point, enfin dont Léonard parle et qui l'intéresse beaucoup. Il n'est pas le seul à s'y intéresser. Antonio de Messine, le peintre sicilien, mais qui s'installe en fait à Venise dans le dernier quart du XVe siècle, en est un autre grand spécialiste. Le principe et la visée, la recherche de sfumato, on peut le résumer en 2 points. Ça vient d'une grande tradition telle que Pline la rapporte, et qui est que la question du contour est la suprême subtilité de la peinture, parce que si le contour est trop visible, il crée une rupture dans l'image, alors que si le contour n'est pas visible, la peinture, et la formule est de Pline, promet même ce qu'elle ne montre pas. Et donc une possibilité de suggestion extraordinaire de la peinture par ce qu'elle cache. Bon, ça c'est d'où ça vient. Et où ça va, hein, la question de sfumato, quel est l'enjeu de cet intérêt pour sfumato à la fin du XVe siècle? Eh bien, c'est l'idée de suggérer que l'image est vivante. Hein, parce qu'on rejoint le problème de la grâce, dont parle Vasari, qui dit la grâce, c'est ce qui surgit entre le vu et le non-vu, et que possèdent les choses vivantes. Donc le sfumato, il a cette double valeur, il y a une double coordonnée autour de sfumato, la tradition de la question du contour et la recherche de la vie en peinture à la fin du XVe siècle. Dans la peinture Léonard de Vinci, il y a un point qui, moi, me paraît très important parce qu'on l'a vraiment oublié. C'est le fait que dans la vie que lui consacre Vasari, il dit que, à part la grâce, dont Léonard est un des grands inventeurs au début du XVIe siècle, une des caractéristiques de Léonard, c'est la terribilità de ses concetti, de ses concepts, et aussi des ombres de Léonard. Or, là, c'est très curieux pour un œil ou une oreille contemporaine, parce que pour nous, la terribilità, c'est Michel-Ange. Or, Michel-Ange et Léonard, c'est l'huile et le vinaigre, si j'ose dire. Alors, la grâce, c'est, à nouveau, c'est Vasari qui le dit, c'est une licence dans la règle qui, tout en étant dans la règle, échappe à la règle. Bon, c'est l'idée d'élégance, hein, l'idée de nonchalance du courtisan, c'est la sprezzatura dont on parle aussi, dont parle le courtisan de Balthazar Castiglione. C'est ce qui apparaît, le dit aussi Vasari, entre le vu et le non-vu, c'est-à-dire ce qui est indistinct et qui est la qualité même de la vie. Bon, c'est ça la grâce. Et la grâce est à la fois un idéal, c'est un mot clé, bien sûr, pour la culture de la Renaissance, parce que c'est un terme religieux, hein, c'est la grâce divine. Et certains artistes ont la grâce du créateur, c'est Vasari qui le dit aussi, donc un terme religieux. Ensuite, c'est un terme social. La grâce, c'est la grâce du courtisan qui sait imiter avec grâce le modèle qu'est le prince. Et puis la grâce, c'est aussi, bien sûr, un idéal de beauté esthétique. Les trois étant intimement liés et inséparables. Ça, c'est la grâce. Alors, comment est-ce que Léonard l'interprète, cette grâce? Cette grâce, énorme question, énorme question. Ben, il l'interprète d'abord, je dirais, en élaborant un type de figure humaine, que ce soit masculine ou féminine, précisément esthétiquement gracieuses. Comment veut-on dire qu'elles sont esthétiquement gracieuses? Bien parce qu'elles prennent, disons, un type de visage déjà mis au point par le Quattrocento et fondé sur la régularité des traits. Et dans cette régularité, Léonard introduit de petits excès, hein, dans la forme des yeux, dans l'excès de l'ovale du visage, dans le sourire.
par exemple, bon, qui sont donc dans la règle, et tout en étant dans la règle, échappent à la règle. Donc ça correspond à ce concept contemporain de grâce. Et puis la grâce, il l'obtient aussi, tout simplement par le sfumato. Hein, le bord de la figure, qui, selon un grand thème qui remonte à l'Antiquité et à Pline l'Ancien, fait que la peinture promet même ce qu'elle cache. Et donc ça, c'est de la grâce. 1494, 1495, 1496, 1497, Milan, la Seine, fresques, réfectoire du couvent de Sainte-Marie des Grâces. La scène, Leonardo ne représente pas vraiment la scène dans son idéalité, il représente un moment donné de la scène. Hein, je crois que c'est le moment où le Christ dit « Celui qui mettra la main au plat en même temps que moi me trahira ». C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, chacun des apôtres se trouve déterminé dans son caractère, non pas de façon transhistorique. Les quatre plus grands sont représentés par des animaux symboliques, non pas de façon symbolique, mais de façon humaine et concrète. La scène de Leonardo, c'est une scène qui se passe dans le monde. Elle ne se passe pas dans l'histoire de la religion. Elle se passe, bien sûr, c'est un événement de l'histoire religieuse et de l'histoire des testaments, mais Leonardo choisit d'en accentuer, si je puis dire, le caractère mondain. Non pas le caractère mondain comme va le faire Véronèse, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans son luxe, mais le caractère mondain dans les conflits mondains que la présence de la vérité fait surgir et qui s'inscrit sur chacun des visages et dans chaque attitude. Ce qui fait que l'ensemble du tableau est ordonné par le caractère et les attitudes répondant au caractère de chacun des apôtres. On a donc une sorte de partition formelle justifiée par l'intelligence et la capacité et le savoir qu'a Leonardo de représenter un caractère. Léonard de Vinci, lui, est le premier à mettre Judas avec les apôtres, le premier à la fin du XVe siècle. Il y avait quelques exemples auparavant, mais dans une problématique tout à fait différente. Il met Judas parmi les apôtres. Alors nous reconnaissons Judas, bien sûr, puisqu'il est accoudé, il se retire loin du Christ et il a la bourse à la main. Donc c'est bien Judas. Simplement, il est beaucoup moins immédiatement visible. En fait, ce que Léonard de Vinci a inventé, entre autres choses, que la fresque contient énormément de choses à dire, mais entre autres choses, il a inventé la figuration du traître. C'est-à-dire comment représenter quelqu'un qui se cache. Et comme par hasard, cette figuration du traître, elle touche également au fait de la dissimulation. Et alors, Judas, c'est la dissimulation malhonnête, mais Léonard de Vinci, dans l'ensemble de sa vie, c'est l'honnête dissimulation, tel que le dira le traité de savoir-vivre du XVIIe siècle. Un ignare bouffi dans l'obscurité, comme la citrouille ou le melon par excès d'humidité, ou la pomme que gonflent les lourdes averses. Non, tu ne l'as pas bien décrit. Ne sais-tu pas? C'est un crâne tondu, absolument stupide. Mais il lui manque le chou ou la feuille d'une gourde pour détacher la teigne. Dis donc, Sandro, que t'en semble? Je te dis la vérité, et je ne l'ai pas réussi. Quels sont les rapports de Léonard et de Michel-Ange? Bien, les rapports sont fondamentaux, ils sont contemporains et sont deux des plus grands inventeurs de la Renaissance. Et ces rapports, si on en croit toutes les anecdotes biographiques, ont été très mauvais.
très mauvais parce que autant Léonard était gracieux, majestueux, mystérieux, autant Michel-Ange, avec son nez cassé et son sale caractère, était disgracieux et, comme le dit Ludovico Dolce, quelques années plus tard, ne peint que des faquins, alors que Léonard ne représente que des gentilshommes. Bon, mais ça, c'est l'anecdote, de même que toutes les réflexions qui se seraient échangées, et le degré de vérité historique de ces anecdotes, bon, j'en doute fortement. Je pense que c'est le plaisir du romancier que de pouvoir à partir de là construire des biographies et faire une belle histoire. Et c'est passionnant, j'adore ce genre d'histoire. Cela dit, si je pense que ces anecdotes sont bien souvent construites après coup, elles sont construites pour rendre compte de quelque chose de bien réel, et qui est la contemporanéité et la complémentarité des deux opposés, Michel-Ange et Léonard. Et il y a un moment, une date et un lieu très précis où ces complémentarités opposées se rencontrent, c'est le Palazzo Vecchio, au moment du grand concours qui met face à face, mais ils doivent peindre tous les deux en même temps, sur 2 murs de Palazzo Vecchio, de la grande salle Palazzo Vecchio, des scènes de bataille à la gloire de la ville de Florence. Et le choix des 2 moments par les 2 artistes est tout à fait remarquable, parce que Léonard de Vinci choisit, il nous reste dessin préparatoire, plus une copie par Rubens du dessin préparatoire, la bataille pour l'étendard, c'est-à-dire le comble de la lutte, du chaos des passions humaines autour du symbole de la victoire, et c'est le cœur de la bataille. On sait qu'il avait conçu autour un immense paysage avec des groupes venant vers la bataille, et toute cette énergie universelle se condensant dans le chaos central du groupe de la bataille de l'étendard. Et Michel-Ange en face avait bien sûr pensé tout à fait le contraire. Il prend les combattants au moment où ils rassemblent leur énergie avant de se battre. C'est la bataille de Cascina où on voit les Florentins surpris et s'habillant alors qu'ils étaient au bain. Rien que le choix de ces 2 moments révèle bien la différence de la conception des artistes. Pour ce qui compte pour Michel-Ange, c'est l'énergie humaine en tant qu'elle se concentre pour atteindre son but, et c'est cette énergie spirituelle qui intéresse Michel-Ange. Ce qui intéresse Léonard, c'est le spectacle du chaos qui prend sens. Et la bataille d'Anghiari représente ce chaos prenant sens autour de l'étendard. Par ailleurs, aucune des 2 œuvres n'a finalement été finie, mais celle de Léonard, même si elle avait été finie, n'aurait pas tenu parce qu'elle s'est détruite déjà en cours de création, car la recherche technique qu'il avait faite pour cette fresque, en cherchant à renouveler la technique même de la fresque, faisait que l'œuvre ne pouvait pas tenir de toute façon. La peinture coule. La peinture coule en quel sens coule, ça... C-O-O-L. La peinture coule ou la peinture a coulé? Enfin, a coulé. Oui, c'est ça. Voilà, elle s'est défaite. Elle se défaisait parce qu'il a recherché une technique de fresque complètement inadéquate. Sa recherche-là aboutit à un échec. Et la peinture, il est parti à Rome après cet échec. Marcelin Plenay. Voilà comment Leonardo décrit le moment où il commence cette bataille. Et vous allez voir qu'il y a presque une superstition des éléments et de la situation dans laquelle il se trouve au moment où il réalise une œuvre. Il écrit « Le vendredi 6 juin 1505, sur le coup de 16 heures, j'ai commencé la peinture du vieux palais. » Il s'agit de la bataille d'Anghiari. Au moment où je donnais le premier coup de pinceau, le temps se gâta. Le tocsin sonna pour appeler les gens à se rassembler. Le carton se déchira, l'eau se renversa, et le vase d'eau qu'on apportait se brisa. Brusquement, le temps ainsi gâté, ce fut la pluie en grande abondance jusqu'au soir, avec un jour sombre comme la nuit. Moi, je trouve que c'est une description tout à fait extraordinaire, parce qu'on a l'impression qu'il est là. Il y a un plaisir aussi, à voir la chose se détruire, se défaire, non ? Je ne sais pas. Moi, je dirais que ça va un tout petit peu plus loin. C'est une sorte de désespoir stoïque. Pierre Rosenberg. Ce qui est très troublant, évidemment, c'est Raphaël, à la même époque, qui, lui, cherche la perfection et l'obtient, et la conquiert, sans pour autant qu'on s'en rende compte. Ce qui est extraordinaire chez Raphaël, c'est qu'on ne sent pas l'effort. Tout vient tout seul,
la perfection est absolue, mais l'effort pour la conquérir n'est jamais perceptible. C'est extraordinaire à cet égard, et je crois que les gens du passé n'avaient pas tort en le considérant comme le plus grand artiste de tous les temps, car il avait justement cette espèce de don à la fois de trouver les solutions les plus merveilleuses, les plus convaincantes, sans que pour ailleurs on sente la conquête de ces solutions. Chez Léonard de Vinci, on sent qu'au contraire, la perfection, il la sait inatteignable, et que par conséquent il la fuit, et qu'il y a toujours une espèce de fuite en avant, une espèce de volonté de fuir à tout ce qui fermerait le tableau et qui limiterait le monde de l'œuvre d'art aux 4 dimensions, enfin à la surface de la toile ou du bois. Et ça, évidemment, c'est très grand chez Léonard, mais en même temps, ça donne un sentiment d'insatisfaction, et ça ne donne pas ce sentiment de plénitude et de joie que donnent les tableaux de Raphaël. Ça donne un sentiment d'inquiétude, et peut-être peut-on aujourd'hui préférer l'inquiétude à la plénitude et à la joie. Le passé a préféré la plénitude de Raphaël. C'est un peintre dont la gloire est récente. Non pas qu'il ait été inconnu autrefois, loin s'en faut, mais si on avait posé au XVIIIe siècle la question de savoir quels étaient les grands peintres de la Renaissance italienne, il y aurait eu comme aujourd'hui Raphaël, il y aurait eu comme aujourd'hui Michel-Ange, mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu Léonard de Vinci, il y aurait eu plutôt Corrège. Alors Léonard est devenu extraordinairement populaire au XIXe siècle, et la Joconde est devenue l'espèce d'icône, de vedette absolue du Louvre, de tableau qui n'en est plus un, au point que nous ne savons pas comment traiter de sa présentation. Olivier Debré. Pour me moquer des Américains, je dis quel est le plus grand peintre américain, et je dis c'est Léonard de Vinci, pour bien dire aux Américains qu'ils appartiennent à l'Europe occidentale et que ce qui le trouve est une dégénérescence de ce qui s'est passé. Et je dis toujours, pour me moquer d'eux, que Léonard, en fait, c'est le peintre occidental, l'incarnation de l'Occident. Vous savez, un jour, justement, j'étais au Clos Lucé, puisque je vais souvent, vous savez, en Touraine, et que je peins presque tous les jours au bord de la Loire, face à la chapelle qui contient les restes de Léonard, et je demande tous les jours de ma vie, je pense à Léonard. J'ai vu un jour un Indien des Indes qui venait directement de Roissy avec sa sœur, qui n'était jamais venue en Occident. Il l'a conduit au Clos Lucé. J'étais étonné, directement, et il a dit, c'est parce que c'est là l'Occident. C'est l'incarnation de la pensée occidentale. Personne ne pourra jouer le rôle de Léonard dans l'histoire de la peinture. Personne, tant que nous sommes dans ce cycle de cette humanité humaniste qui, je dis, est à la fin. Fable de la langue mordue par les dents. Il a écrit, on doit le dire, des fragments. Hein, son écriture est aussi inachevée que sa création artistique, puisque le traité de la peinture n'existe pas. Il est proposé par des interprètes contemporains, mais il n'y a pas de traité cohérent, bouclé, si on peut dire, par Léonard de Vinci lui-même. Et des fragments sur l'anatomie, fragments sur les machines, fragments sur le vol des oiseaux, plus une masse de plus en plus importante, parce que à la suite de la découverte des manuscrits de Madrid, je crois que c'est en 1965, il y a eu de nouveaux textes de Léonard qui sont apparus, tout un matériel extraordinaire et inattendu sur les fables,
les plaisanteries, les devinettes, les pronostics, etc., où on voit Léonard utiliser un matériau qu'on a commencé à bien répertorier, que maintenant on maîtrise assez bien, un matériau traditionnel, populaire, folklorique, etc., pour en jouer autrement. Et ces textes-là sont tout à fait fascinants. Ils sont d'autant plus fascinants que une des rares personnes qui se soit vraiment intéressée de manière rigoureuse à l'intimité de Léonard de Vinci, et vous avez bien compris que je parlais de Freud, naturellement, eh bien, alors même qu'il s'intéresse à l'intimité de Léonard, trouve le moyen de dire que bon, Léonard a écrit des fables et différents petits textes, chose bien peu digne d'un si grand génie. Alors, les psychanalystes ont réglé le problème de Freud par rapport à Léonard de Vinci. On comprend très bien comment il peut y avoir ce jugement de la part de Freud. Mais c'est vrai que les fables, devinettes et autres pronostics de Léonard sont un matériau surprenant, pour nous aussi aujourd'hui, pour leur donner un sens. Bon, et alors, il y a dans tous ces textes, cette masse donc de textes, Léonard n'est pas le seul artiste de l'époque à écrire. Hein. Il écrit pas pour les autres. Hein, il écrit pour lui, de gauche à droite, hein, pardon, de droite à gauche, l'écriture au miroir. Dans tous ces textes surprenants, mais dont on peut faire malgré tout une histoire, on peut reconstituer les conditions objectives de production, il y a un texte qui demeure vraiment énigmatique à mes yeux, c'est le très fameux, pour d'autres trop fameux, Souvenir d'enfance de Léonard, une des premières notes étonnantes qu'il écrit, je crois, dans les années 1480-90, alors qu'il est à Milan. Et je le rappelle, hein, ce texte, mais un de mes premiers souvenirs d'enfance est que, quand j'étais au berceau, un Milan venait se poser sur le bord de ce berceau et m'introduisait la queue dans la bouche et me frappait à plusieurs reprises les lèvres de cette queue. Bon, souvenir étrange. Souvenir d'enfance, évidemment, impossible. Souvenir d'enfance, si on le rapporte à l'intention de Léonard quand il écrit ce texte, eh bien, c'est effectivement, il utilise une fable traditionnelle, comme l'a montré Meyer-Shapiro, c'est pour indiquer qu'il est prédestiné à s'occuper du vol des oiseaux. Mais la faiblesse d'interprétation propose Léonard lui-même, puisqu'il dit « ce souvenir indique que j'étais prédestiné à m'occuper du vol des oiseaux ». La faiblesse d'interprétation par rapport à la force du souvenir, même dans sa fable, montre que quelque chose d'autre travaille le texte de Léonard que simplement son interprétation. Et il se trouve que ce quelque chose d'autre, Léonard l'a écrit sur la page qui est en face du souvenir d'enfance. C'est une fable, comme par hasard. Et la fable dit la chose suivante, à peu près, hein, je n'ai pas le texte sous les yeux, c'est donc de mémoire. La fable dit à peu près qu'une guenon, étant grimpée dans un arbre, y trouve un nid plein de petits oiseaux, uccelletti, à peine en âge de voler. Presque tous s'échappent, il n'en reste qu'un. La guenon s'en empare et rentre chez elle, folle de joie, et l'embrasse tellement qu'elle l'étouffe. Bien. Et Léonard commente cette fable étrange, et un peu sauvage aussi, en disant « cette fable est pour les parents qui ne châtient pas bien leurs enfants ». Bien, alors, étrange, le face-à-face entre le bébé au berceau, d'enfant avec une queue de Milan venant lui frapper entre les lèvres, et ce petit oiseau au berceau, emporté par une guenon. D'autant plus étrange ce face-à-face, si l'on pense maintenant, et si l'on reprend l'interprétation Freud du souvenir d'enfance, comme quoi ce souvenir signifierait « ma mère m'a écrasé la bouche de baisers passionnés ». Et je dis que si Freud s'est trompé à cause du fameux contresens sur le Milan et le vautour, il a malgré tout fait un très bon travail, puisque l'interprétation qu'il propose était déjà pratiquement donnée par Léonard de Vinci lui-même dans la fable qui fait face au souvenir d'enfance. Je créerai une fiction qui exprimera de grandes choses. Dessin d'ailes de machines volantes. Filets, joncs, papier. Et c'est d'abord avec des feuilles de la chancellerie. Planches de sapin attachées par-dessous. Futaine, taffetas, fil, papier. Pour Gianni Antonio di Mariolo, ne pas la faire avec des volets, mais pleine. La corde sera en cuir de bœuf bien graissé et les charnières aussi, à l'endroit où elle joue, ou à défaut, savonnée avec du savon fin. La hampe devra être en jonc robuste ou composée de différents morceaux de jonc et de la longueur que tu voudras, du moment que tu la fais par pièce.
Les ressorts seront de fils de fer entre les charnières de chaque ressort d'épaisseur, de nombre et de longueur uniformes, pour qu'ils puissent se ployer tous simultanément et non l'un après l'autre. Et chaque ressort devra être pourvu d'une quantité de ces fils de fer dont il se compose. Mais si tu préfères ne pas faire usage de fils de fer, prends des bandes de cornes de bœuf pour fabriquer ces ressorts. Un moindre effort est requis pour élever l'aile que pour l'abaisser, car tandis qu'elle s'élève, le poids du centre qui tend à descendre l'aide considérablement. Demain matin, 2e jour de janvier 1496, je ferai la courroie et l'essai. Fais-la en sorte que l'homme soit solidement maintenu dessus, en AB, de façon à ne pouvoir ni monter ni descendre, et qu'il exerce sa force naturelle avec les bras ainsi qu'avec les jambes. Ferme, au moyen de planches, la salle d'en haut, et fabrique ton modèle grand et haut, et tu auras de la place sur le toit au-dessus. Et à tous égards, ce sera plus conforme à ton dessin que la place d'Italie. Et si tu te tiens sur le toit à côté de la tour, les hommes qui travaillent sur la coupole ne te verront pas. Il a des raisonnements très intéressants sur la Lune. Par exemple, la Lune, bon, il pense tout à fait justement que la Lune reflète la lumière du Soleil, que la Lune ne brille pas par elle-même. Il pense bien que les planètes aussi font la même chose. Il est convaincu aussi que les étoiles font la même chose. Vous voyez, c'est là qu'il n'a pas pris conscience de la différence de distance. Il pense que les étoiles n'ont pas de lumière propre, que les étoiles sont éclairées par le Soleil. En fait, il est convaincu qu'il n'y a qu'un seul luminaire, c'est le Soleil, et il pense que les étoiles sont éclairées par le Soleil. Alors, à propos de cette histoire des sphères et du centre de l'univers, il réfléchit sur le fait que la Lune, réfléchissant la lumière du Soleil, si la Lune était une boule tout à fait métallique, parfaitement luisante, eh bien, quand le Soleil se réfléchit sur la Lune, on ne verrait pas le Soleil dans toute la surface de la Lune, mais seulement qu'au centre. Il dit, par exemple, quand on met des boules de métal au sommet d'un édifice, on ne voit qu'une toute petite image du Soleil. Alors pourquoi il pense que la Lune ne réfléchit pas comme une boule métallique? Eh bien, il a l'idée qu'elle est ridée, et ça c'est correct. Et qu'est-ce qui peut produire les rides? Eh bien, il voit très bien que quand il regarde le Soleil sur l'eau, que le Soleil, quand la mer est ridée ou la mer n'est pas ridée, ça présente un aspect tout à fait différent. Quand la mer est ridée, on voit le Soleil faire tout un sillon lumineux. Quand la mer, au contraire, est calme, le Soleil ne fait pas un sillon qui s'étend jusqu'à l'horizon, mais seulement un petit cercle. Alors il se dit, il y a donc de l'eau sur la Lune. Il se dit, ce sont les vagues de la Lune, et il parle énormément de ces fameuses vagues de la Lune, et ce sont les vagues de la Lune qui fait que la Lune, quand elle réfléchit le Soleil, réfléchit uniformément sur toute sa surface, et non pas seulement en un centre. Alors, à partir de là, il continue à raisonner, il se dit, donc la Lune a de l'eau. Et il pense que la Lune est humide, et il pense que l'humidité de la Lune, enfin là, il a des pensées tout à fait antiques sur l'humidité de la Lune et l'influence de la Lune sur la végétation à cause de son humidité. Et puis, alors, il continue, et là, il est logique, il se dit, eh bien, supposons que la Lune est un océan, mais l'eau, elle est plus lourde que l'air. Alors, comment ça se fait que l'eau de la Lune ne tombe pas sur la Terre? Il s'est dit, il y a un problème là, puisque dans la Terre, on a dit, il y a la Terre, il y a l'eau, il y a l'air, et puis vous allez remettre encore de l'eau par-dessus, mais cette eau-là, elle devrait retomber sur la Terre. Il dit, cela pourrait, les gens me donnent cela comme preuve du fait qu'il ne peut pas y avoir de l'eau sur la Lune. Mais je leur fais remarquer que l'eau de la Lune, elle est elle-même sur un support encore plus solide. C'est-à-dire que la Lune elle-même doit forcément avoir de la terre ou de la pierre, elle doit avoir une séquence semblable à celle de la Terre. Et ça, c'est très important. Ça va amener l'idée galiléenne, la Lune est un astre, la Terre est un astre. L'idée que les deux ont des centres. Il dit, il ne faut plus penser maintenant qu'il n'y a qu'un centre, qu'il y a le centre de la Terre avec la séquence terre, eau, air, feu,
mais il faut penser qu'il y a d'autres objets dans le ciel dans lesquels cette séquence recommence. Donc, la Terre n'est plus le centre du monde, donc il y a des astres différents. Vers 1515, vision du déluge, pierre noire, 16 sur 20 cm, bibliothèque royale de Windsor, dessin reproduit avec l'autorisation de Sa Majesté Élisabeth II. L'idée du tourbillon du vent, je sais pas, qu'il imagine à la fois comme une décoration, comme des cheveux, mais qui ont une étrange force intérieure, profonde. Et puis les découpes des nuages, les simples découpes des nuages, aussi ce rythme et ce dessin, alors il est très actuel. Et justement, il correspond à ce que je disais tout à l'heure, de cette idée de la progression, du développement dans l'espace d'une forme, qui est au fond une recherche actuelle. Et en fait, il y a là justement un geste, mais un geste qui est en même temps descriptif d'une forme. Et il y a l'évolution de la forme dans ces volutes qui évoluent, qui se développent, et dans ces nuages dont le contour extérieur évolue. Et ici, dans sans doute ces vagues qui se développent comme un mouvement. Mais ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il n'est absolument pas spontané. C'est un éloge de la fiction, l'œuvre de Leonardo, d'une certaine façon. C'est un éloge de la fiction. On retrouve cela dans son œuvre graphique et on retrouve cela dans ce dessin. C'est-à-dire ce qu'il a observé continuellement du mouvement des nuages. Mais non pas du mouvement des nuages, on a toujours tendance à réduire Leonardo à quelqu'un qui ne ferait qu'enregistrer mécaniquement les choses. Non pas du mouvement du nuage pour le mouvement du nuage, mais du mouvement du nuage comme emportement du monde. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il découvrait finalement que les rivières qui le fascinaient tellement, l'érosion des rochers, venaient des nuages. Eh bien, lorsque Leonardo dessine le mouvement des nuages, il dessine en même temps, il perçoit en même temps toutes les conséquences de ce mouvement des nuages. Et on a ici, avec le déluge, littéralement l'invention des rivières et ce qu'il peut en être de l'ordre même du monde. Les rivières viennent des nuages, viennent de la pluie, elles aboutissent à la mer, et nous sommes ici dans un déluge où les nuages emportent, et où le dessin emporte le monde, et emporte le monde dans un imaginaire qui fait que du ciel au fleuve, à la mer, la terre se trouve recouverte et retrouver sa propre destinée d'anarchie et de déluge et de destruction. Italo Rota. Mais je trouve des dessins d'une très grande sérénité. Les déluges sont d'une grande sérénité. Oui, je pense qu'ils me donnent la même sensation des photos des vrais orages ou des cyclones. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit, on a un petit trou, on peut penser d'être protégé et on peut observer quelque chose de terrible. Mais qu'on connaît sa démarche, combien ça va durer. Il domine la situation. Oui, en quelque sorte. On peut très bien observer un cyclone si on y réfléchit. Il n'y a pas de panique. Non, je ne pense pas qu'il y ait de panique. Pourquoi est-ce que Vasari parle de terribilità à propos de Léonard? Je crois qu'il faut faire très attention parce que Vasari manie très bien le vocabulaire esthétique qu'il emploie. Je crois que, premièrement, il fait référence à l'aspect intransigeant des recherches, des concetti de Léonard. C'est-à-dire, Léonard est un mental, la pittura è cosa mentale, c'est un mental, et en tant que tel, sa recherche mentale ne souffre pas de compromis. D'où des œuvres perdues ou inachevées, ou etc., ou même commencées, mais à peine commencées à esquisser et abandonnées. Le concept de Léonard, ça consiste par exemple à dessiner des machines, mais qui ne sont pas dessinées pour fonctionner.
quand on reconstitue les machines Léonard, on fait ce que Léonard n'a jamais fait. C'est-à-dire que ce sont des idées de machines, des concepts de machines. Quand à les faire fonctionner, elles ne fonctionnent pas. Mais c'est une recherche théorique mentale sur la possibilité d'un mécanisme, sans chercher vraiment à l'appliquer. Léonard, quand il veut appliquer, applique, mais quand il dessine des chars d'assaut ou des sous-marins, il ne cherche pas du tout à appliquer. Peut-être que l'idée du sous-marin lui est venue de l'histoire d'Alexandre, du roman chevaleresque de l'histoire d'Alexandre, où Alexandre descend au fond de la mer, dans une machine. Bon, donc l'idée d'un ingénieur technologique est vraie pour certaines machines de guerre, pour des remparts, pour l'irrigation, où Léonard s'est beaucoup occupé de l'irrigation, etc. Mais d'autres machines, on dit Léonard c'est la science-fiction, oui, si on accepte l'idée, la science-fiction ne cherche pas à construire ce qu'elle imagine. Il y a ça, et je crois que la terribilità, quand Vasari dit ça, eh bien, il pose simplement l'arrière-plan de la grâce de Léonard. C'est-à-dire, si Léonard c'est la grâce, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien à l'arrière-plan de cette grâce, il y a très souvent chez Léonard le terrible. C'est bien, je crois que l'idée de terribilità, si on sait la prendre, telle que Vasari la donne, elle donne peut-être non pas une clé, j'aime pas le terme de clé, mais disons une piste de recherche ou d'hypothèse d'interprétation sur une sorte de cohérence intime de Léonard dans ses œuvres, dans sa recherche et dans l'ensemble de sa production, inachevée ou achevée, et de ses écrits. Eh bien, c'est la fascination pour l'informe qui précède la forme. Et l'idée que ce qui l'intéresse, c'est ce passage, ou bien naturel, ou bien artistique, de l'idée première, du chaos originel, de la conception, qu'elle soit divine ou qu'elle soit humaine, à progressivement et par sédimentation successive et travail et retravail, la définition d'une forme qui va confondre aussi bien l'ouragan et les tourbillons de l'eau d'un ouragan que la courbe d'une chevelure. Les dessins de chevelure de Léonard ressemblent, et tout le monde l'a dit et remarqué, mais c'est une évidence, aux dessins des eaux des ouragans. C'est-à-dire que de l'informe à la forme, du chaos à la grâce, je crois que c'est ça ce qui intéresse fondamentalement Léonard. Comment se sauver pendant la tempête ou le naufrage en mer? Avec dessin. Il faut un vêtement de cuir avec, sur la poitrine, un double ourlet de la largeur du doigt, également double depuis la ceinture jusqu'au genou. Que le cuir dont il est fait soit complètement imperméable à l'air. Si tu es obligé de te jeter à la mer, gonfle les pans du vêtement par les ourlets de la poitrine et précipite-toi à l'eau. Laisse-toi porter par les vagues s'il n'y a point de proche rivage et que tu ne connais pas la mer. Garde toujours dans la bouche l'extrémité du tube par où l'air s'introduit dans le vêtement. S'il te faut prendre une ou deux inspirations et que l'écume t'en empêche, aspire par la bouche du tube l'air qui se trouve dans le vêtement. Une vie, une œuvre, Léonard de Vinci, ou la curiosité omniprésente, par Pascal Charpentier, avec Daniel Arras, Marcelin Plenay, Hubert Reeves, Pierre Rosenberg, Italo Rota et Olivier Debré. Extrait des carnets de Léonard de Vinci, lu par Jacqueline Taous. Mixage Arlette Adrian et Jean-Mathieu Zande. Réalisation Josette Collin.